Alors aujourd'hui, nous allons parler du principe du pollueur-payeur. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'administratrice, donc comme vous savez, la Caisse a un mandat double. Il s'agit d'indemniser les victimes de pollution par les hydrocarbures, donc évaluation et paiement des réclamations. Ça, c'est le parti traditionnel. Et le deuxième, c'est faire respecter le principe du pollueur-payeur, le faire payer. Donc ça aussi, c'est une question d'accès à la justice, car il y a beaucoup d'entraves pour faire respecter ce principe, d'entraves ou obstacles financiers, questions associées à la propriété, etc. Donc je voudrais passer un petit peu de temps sur le principe du pollueur-payeur et comment récupérer les indemnités. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par pollueur-payeur? Eh bien, ce n'est pas une phrase légale, c'est une politique en fait du gouvernement fédéral qui s'applique à tous les ministères et qui dit donc voilà les gens qui vont devoir payer en premier. Mais où est-ce qu'on voit cela dans la législation? Bien, la première chose, c'est la responsabilité stricte du propriétaire, qu'il s'agisse des conventions internationales qui s'appliquent au Canada ou bien c'est la loi sur la responsabilité. Le principe pollueur-payeur s'applique et ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prouver la négligence ou tout ce qu'on retrouve dans le droit des torts, surtout pour des réclamations de ce type. Il y a diverses définitions d'un propriétaire de navire. Donc, quand on parle d'un pétrolier, le propriétaire, c'est celui qui est enregistré et la définition est très limitée. C'est ce que la communauté internationale a décidé. Mais en ce qui concerne les bateaux à soute, eh bien là c'est différent, peut être l'exploitant et le gérant. Donc il y a plus de gens qui s'en prendre s'ils ont causé des dommages. Et puis si aucune des conventions ne s'applique, eh bien c'est n'importe quelle personne qui a des droits de possession du navire. C'est une définition généreuse, mais parfois les tribunaux appliquent une vision limitée, une interprétation limitée de sa définition. Parce que dans la législation, en principe, on est censé avoir attraper tout le monde. C'est-à-dire que la loi va s'appliquer s'il n'y a pas d'autres conventions qui s'appliquent. Donc il faudrait que ce soit aussi large, voire plus large que les conventions internationales. Autre exemple du principe pollueur-payeur, c'est la responsabilité de l'administrateur. L'administrateur doit payer lorsque le propriétaire ne peut pas payer ou qu'il a dépassé la limite de sa responsabilité ou c'est un déversement mystère, etc. Donc avant que la caisse dise oui, on va payer, il faut que le plaignant prouve que le propriétaire est inaccessible et que vous pouvez prouver qu'il n'y aura pas de réponse de la part du propriétaire. Alors c'est là que la caisse peut intervenir. La caisse a des pouvoirs importants, d'obligations à comparaître par exemple, mais même d'arrêter un bateau avant même de recevoir la demande de réclamation. Donc, s'il y a un incident, la caisse peut dire, voilà, ça va peut-être déclencher la convention sur les pétroliers ou une autre convention. Quelqu'un va avoir à en rendre de compte et donc il y a le pouvoir d'arraisonner le navire. Ça, c'est un exemple du rôle que l'administratrice peut jouer.
il y a un droit, mais même une obligation aussi de recouvrer une fois que les indemnités ont été payées. Donc là, il faut faire tout ce qui est raisonnable, possible, pour obliger le ou les propriétaires à payer. Ce qui est raisonnable, ça dépend des circonstances, y compris la capacité de payer. Et enfin, cette obligation de recouvrement, c'est pas seulement envers le propriétaire du navire ou les propriétaires, selon la définition, mais cela inclut aussi d'autres personnes. Ça peut être une partie tierce qui peut être un bailleur de fonds, par exemple. Quelqu'un qui avait suffisamment d'intérêt dans ce navire. Et on le verra dans le cas de Crown Forest que ce n'est pas toujours facile à distinguer. Alors, bien sûr, on vient d'entendre parler du Farley Mowat. Le Farley Mowat, tristement célèbre. Ce qui est dommage parce que le nom de ce bateau, c'est le nom d'un écologiste célèbre. On a eu plusieurs réglementations de la ville et de la garde côtière. On a poursuivi, on a obtenu de l'argent, mais avec encore 900 000 $ qui ont été payés. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'intérêt? Beaucoup de frais juridiques pour récupérer zéro. Donc, ce que l'administratrice fait en appliquant le principe pollueur-payeur, eh bien, c'est qu'on court ce risque. Personne ne va récupérer d'argent de ce type. Et je sais que vous êtes tous là pour les 5 minutes sur ce sujet. Hein? Alors, quand vous traitez avec des plaignants, eh bien, c'est un peu comme nos amis dans le cas du Farley Mowat. Pourquoi la plupart des propriétaires ne veulent pas payer? Eh bien, c'est quand on a affaire à quelqu'un comme cela, il ne faut pas penser qu'ils sont vexatoires. Ça, c'est le premier conseil. En tant que conseiller juridique, vous ne voulez pas donner l'impression que vous êtes de leur côté, que vous leur donnez des conseils ou que vous les représentez, même si, en fait, c'est bien le cas. Hein, vous ne les représentez pas. Il y a des choses que l'on voit aussi qui sont à la limite, par exemple des arguments pseudo-commerciaux. Donc, ce qu'on va voir à la Cour fédérale, vous n'avez pas compétence là parce que je suis un citoyen souverain, etc. Ça arrive aussi. Et comme conseiller juridique, vous devez montrer raisonnable, accepter des délais, les faire avancer dans la procédure. C'est une question de pratique. C'est le cas avec la Cour fédérale, mais également au barreau de le faire avec ces cas, dans ces cas-là. Mais tout récemment, il y a eu une décision qui a été rendue par la Cour suprême du Canada, Pentea et Jones. Je pourrais vous donner la référence plus tard si ça vous intéresse, mais qui a permis d'adopter ces énoncés de principe pour les avocats, mais aussi pour les tribunaux face à des gens qui décident de se représenter eux-mêmes. La Cour suprême a dit qu'en adoptant ces principes et en confirmant la décision de la Cour inférieure, la Cour, les juges, les autres agents de la Cour ont une responsabilité de faire la promotion, de permettre en fait aux plaideurs de se représenter comme il faut. Alors pour moi, ça veut dire qu'ils soient représentés ou non, c'est aussi le style qu'ils utilisent pour se représenter, hein, des arguments flamboyants, comme dans le cas de Farley Mowat qui vous appelait pour dire « mais je suis conscient du fait qu'il y a un complot et que ça va jusqu'au ministre. » Pour parler brièvement
des principes présentés par la Cour suprême. On parle de 3 axes et la Cour et ses officiers ont la responsabilité de faire la promotion du droit d'accès, comme ils le disent, c'est-à-dire d'expliquer à une personne, vous avez l'option de faire ceci ou de faire cela. L'accès B est relié à une question d'égalité. Il faut faire la promotion de droits égalitaires à la justice. On dit également que égal ne fonctionne pas pour tout le monde, alors il parle d'égalité. Le processus doit être juste et équitable pour la personne qui n'est pas un avocat. Et le troisième axe, une obligation positive pour le tribunal et tous ceux qui participent, que la personne qui se représente elle-même comprenne ces aspects. Cela deviendra important dans un instant. Dans le cas du Farley Mode, que j'ai appelé propriétaire irresponsable, plaignant et mauvais payeur, vous avez tous vu le navire. Et maintenant, nous avons ceci présenté par CBC. Et cela a généré les réclamations. Alors, on présente une action de 800 et quelques mille dollars. Et cette décision est très intéressante du point de vue du pollueur-payeur et qui est reliée à cet accusé profane. Dans ce cas-ci, le propriétaire du navire n'a pas présenté de preuves. Il s'est défendu. Il est arrivé le jour en présentant des documents et a fait des plaidoyers oraux, mais il n'a pas présenté de texte, de documents. Il ne s'est pas engagé dans le processus. Il aurait pu se passer deux choses. Ça aurait été d'admettre la preuve et la rejeter. Une autre possibilité aurait de ne pas rendre admissible la preuve. C'est ce qui s'est passé ici. Il se présente, le tribunal dit vous n'avez rien prouvé parce que vous n'avez pas soumis une preuve valable. Et là, le procès a continué. Alors voilà ce que le tribunal peut faire. Pris dans le vide, on pourrait dire, on aurait peut-être pu le faire différemment. Mais voilà une personne qui a causé de graves dommages, qui est presque vexatoire, a été trouvé comme étant irrespectueux du tribunal. Quand on parle d'outrage au tribunal, il faut en faire un exemple. Et voilà ce que nous voyons dans cette décision. La Caisse ne va pas recouvrir cet argent. Et cela était connu au début. Mais on voulait s'assurer que ces personnes soient rendues responsables en dépit du fait qu'ils n'ont pas l'argent. Le cas du Farley Mode. Alors, on a présenté une motion de jugement sommaire et là, la Cour a trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations pour un procès. L'accusé n'a pas présenté des preuves, mais il a fait des arguments oraux, après quoi il a dit eh bien qu'il n'était pas en possession du navire parce que le navire a été arrêté alors quelqu'un d'autre était responsable. L'arrêt 43 des règles de la Cour fédérale dit qu'une arrestation ne change pas la possession, le shérif n'est pas en charge, alors le propriétaire du navire demeure en possession en dépit de l'arrestation. Alors cela a été rejeté par le juge. Et après cela, la Cour a dit sur cette demande de jugement sommaire, je dois évaluer si les coûts demandés par l'administrateur sont raisonnables. Et la Cour a rajouté, mais je suis d'accord qu'une évaluation raisonnable a été faite. Alors, ceci est un montant raisonnable. Cela est encourageant
pour le principe de pollueur-payeur. Et cela souligne que l'administratrice est une personne experte dans ce domaine. Il faut comprendre qu'il n'y avait pas de preuves au contraire. Dans une autre situation, il faudrait peut-être agir différemment. Mais on était heureux de voir la reconnaissance du travail effectué basé sur les affidavits, la raisonnabilité de tout ce que la garde côtière a fait, qui selon nous était raisonnable et qu'on a payé, et ça a été rejeté par la Cour. Ils ont rendu une décision en faveur de l'administrateur, et comme dans le cas de la poursuite de la ville de Shelburne, ils ne vont pas recouvrir un seul cent. Alors il y a une question politique. Quand vaut-il la peine d'avoir de tels procès? Certaines personnes doivent être poursuivies en justice, même s'ils ne peuvent pas payer. J'aimerais vous parler brièvement d'un autre cas. C'est sur l'inscription des navires, la valeur de cette inscription. Vous avez la propriété et vous noterez que les deux sont en français. Du côté français, je demandais où est l'anglais. Et de l'autre côté, on a maudit registre. Tu as eu ma peau. C'est une référence à Michel Rivard. Mais la cause Crown Forest est un cas qui est très intéressant. Parce que, bien, commençons avec les faits. Il y a une vieille compagnie qui a une barge. Le syndic vend la barge. Il y a une maison dessus. La barge ne flotte pas. Cela est acheté par une partie non institutionnelle, un médecin qui est incorporé. Mais c'est la partie, c'est la compagnie qui devient la propriétaire du navire. Le navire, au moment de la vente, était déjà connu comme le Tilton Hilton, un risque de pollution bien connu, et c'était connu par le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique, ainsi que la Première Nation, et c'était sur le territoire d'une Première Nation. Alors, cette coopération médicale et le propriétaire ont acheté la barge. Ils ont dit, je vais déplacer la barge. Et pourquoi une corporation médicale a besoin d'une barge? Je ne le sais pas, mais tout le monde a ses raisons. Alors, ils voulaient déplacer la barge. Et très rapidement, il est devenu apparent que cela ne serait pas possible. Ils ne pouvaient pas déplacer la barge. Ils ont dit que ça pourrait créer un désastre. Alors, la province et la Première Nation ont dit, vous ne devriez probablement pas déplacer la barge. Alors, la corporation médicale a dit, je vais vendre cela. Je sais que c'est un danger et je vais le vendre pour $1 à quelqu'un qui ne connaît pas le danger. Ils le font. Et là, la personne dit, oui, je suis propriétaire de la barge, je l'ai acheté pour $1. Mais cette personne ne change pas l'enregistrement. Au moment de l'accident qui a lieu 2 ans après la vente, vous avez une corporation médicale qui est encore enregistrée comme étant le propriétaire. Alors, la corporation médicale est très clairement le propriétaire du navire. Pour le pétrolier, le propriétaire est la seule personne qui est responsable. Dans un navire de convention, vous ne trouverez jamais une situation où vous avez un enregistrement actif sans responsabilité. Cela est impensable. Alors, voici le Crown Forest. Je n'avais pas une belle photo. Alors, vous voyez ici le navire de Sa Majesté Crown Forest. Alors, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un navire enregistré et vous dites, toute tierce personne dirait, voilà la personne à poursuivre.
de penser autrement serait illogique. Alors, on intente la poursuite contre la corporation médicale et son propriétaire. Que fait la corporation médicale avec cette barge? Alors nous disons, comment cela est-il juste? Et la corporation médicale dit, je vais poursuivre la personne à qui je l'ai vendu, c'est cette personne qui est le propriétaire. Maintenant, cette personne était morte. Ça ne facilitait pas les choses. Au fait, c'est des situations qui se présentent assez souvent. Mais voilà les soumissions que nous avons faites. Nous avons dit cette barge est un risque de pollution notoire, vendu pour $1 pour s'en débarrasser à une partie non institutionnelle. Et malgré la vente, cette personne se présentait comme étant propriétaire, disait à la garde côtière si vous avez besoin d'aide. La personne, au fait, était un peu trop impliquée pour quelqu'un qui avait vendu la barge. Et que se passe-t-il au niveau du registre? Alors, voilà notre argument. Et nous disions que l'enregistrement devait vous garder responsable en tant que propriétaire d'un navire en dépit d'un transfert du titre. Une partie de l'argument était que la loi canadienne dit que si un navire est enregistré et ça change de main, vous devez enregistrer le nouveau propriétaire. Et dans l'acte de vente, on dit au bas de l'acte, si vous ne déposez pas, si vous ne faites pas le transfert avant telle date, et voici la conclusion du tribunal. Le tribunal dit, j'ai entendu tout cela, mais il y a un transfert de propriété légitime. Et la loi dit, vous devriez transférer le registre, il y a une amende si vous ne le faites pas, il y a une amende si vous ne déclarez pas toutes sortes de choses, mais le tribunal a dit quelle est la valeur de cela? Est-ce qu'on a déjà utilisé cela? Est-ce qu'il y a de la jurisprudence? Et cela envoie un signal à l'agence de réglementation. Il y a plusieurs cas où vous avez cet acte de vente qui est une feuille de papier, une photo d'une feuille de papier qui ne comporte pas une signature, pas de montant. C'est un plus grand problème en Colombie-Britannique qu'ailleurs. Alors maintenant, on voit cette lacune dans la loi. La définition de propriétaire est interprétée avec trop de restrictions. La Cour a dit cette personne n'était pas la propriétaire au moment de. Mais il peut y avoir plusieurs propriétaires, il peut y avoir des actionnaires. En vertu de la loi sur les conventions, différentes personnes peuvent être responsables en même temps. Alors, est-ce que cette définition est trop limitée? Un cas qui apprend cela en considération et qui était favorable à l'administratrice et qui ont un impact sur les décisions, c'est la décision du Chilcotin Princess. Dans un tel cas, l'administratrice a entrepris un procès contre la Colombie-Britannique parce qu'à l'époque, ou avant l'incident de pollution, le navire, le Chilcotin Princess, était la propriété d'une société provinciale. Et avant l'incident, cette société a été dissoute et la loi de la Colombie-Britannique dit que le titre de ce navire revient à la couronne. La couronne le savait et ils savaient qu'il y avait un problème de pollution et ils auraient dû savoir qu'ils étaient le propriétaire à l'époque. Alors on se retrouve dans une situation où on dit, vous le saviez,
Cette compagnie est morte, vous êtes devenu le propriétaire, c'est maintenant votre problème. Et si on gagne en appel, d'autres provinces doivent s'inquiéter, y compris la Nouvelle-Écosse. Dans ce cas-là, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, ah non, un peu de recul. La province qui est poursuivie dit « Je ne veux pas être poursuivi en justice ». Alors je vais essayer de recréer la Société de la Couronne, ce qui est acceptable, avec préjudice à la demande de l'administrateur. Comme si la société n'avait jamais été dissoute, mais en rejetant la demande de l'administrateur. La Cour suprême a dit notre position de repli, c'est oui, on peut recréer la société, mais on ne peut pas rejeter des revendications légitimes. Et la province a présenté plusieurs arguments. On a gagné cette décision et la Cour a dit vous étiez le propriétaire au moment de l'incident lui-même. Vous saviez, vous auriez dû agir. Alors vous serez probablement trouvé responsable. La partie responsabilité n'a pas d'impact sur la Cour qui décidera. Mais la question de savoir qui est le propriétaire à ce moment-là a été utilisée par la Cour dans la décision du Crown Forest. Et voilà pourquoi on a dit, je ne sais pas exactement la valeur du registre, mais je suis certain qu'à l'époque, c'était le seul propriétaire. C'est vraiment intéressant de voir qu'une décision qui nous était favorable a eu un mauvais impact sur la revendication. Je ne vais pas vous parler du Clipper parce que le temps est limité. Aujourd'hui, on vous a parlé du bon travail de la Caisse au cours des 30 dernières années et cela inclut le maintien du principe pollueur-payeur, même si c'est difficile. Alors, pour les 30 prochaines années, nous devons penser au fait que ce principe n'est pas facile à maintenir. Il peut y avoir un manque de preuves. Que se passera-t-il après 5 ans? Est-ce qu'il y a eu un cas de sabotage? Le taux de recouvrement est très limité. Très souvent, à la fin de tout cela, on ne peut pas recouvrir de l'argent. Et même si vous avez un jugement en votre faveur, si vous n'êtes pas payé, quelle est l'utilité de tout cela? Il est bien beau si l'administratrice n'est pas payée, mais sur une communauté locale, si vous n'avez pas respecté les délais, vous devez intenter une poursuite. Que pouvez-vous faire? Et est-ce que vous allez recouvrir quoi que ce soit? C'est une question légitime. Comment s'assurer que les propriétaires de navires aient les moyens financiers ou l'assurance pour payer dans de telles situations? Voilà un des grands problèmes de ce principe de pollueur-payeur. La réglementation de certains navires. Tout le monde parle des pétroliers, mais les pétroliers, c'est le segment le plus sécuritaire, ainsi que les navires internationaux. Que faites-vous pour réglementer les petits navires de plaisance et les navires qui deviennent abandonnés? Et le coût prohibitif de l'accès à la justice. Si un individu veut poursuivre en justice, ça leur coûtera combien? 50 000, 100 000 dollars pour poursuivre en justice quelqu'un qui ne pourra pas les payer à la fin. Et voilà pourquoi la Caisse existe. Et il y a peu de jurisprudence. Beaucoup de personnes me disent, est-ce que vous pouvez nous guider sur cela ou cela, mais dans le cas commercial, ça se règle, les assureurs payent et les grandes questions difficiles ne se retrouvent pas en cours et on obtient des décisions qui sont des jugements sommaires et qui imposent sur vous une action de principe. Alors, il faut réfléchir à tout cela
dans l'interprétation et l'application du principe le pollueur-payeur. Je serais heureux de répondre à vos questions maintenant ou après. Merci de m'avoir écouté.